100 morts dans les Alpes par année. Ces accidents sont en augmentation de plus de 220%. Quand tu sors ce matériel du sac à dos, c'est qu'il y a un drame. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent être en sécurité. Ils appellent ça du matériel de sécurité. Mais ce n'est pas du tout du matériel de sécurité. En montagne, c'est les décisions qui tuent ou alors qui sauvent. Mais il faut surtout les former à ne jamais devoir l'utiliser. Et tu n'arrêtes pas de pousser le curseur, jusqu'à que ça pète. Dominique, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que posséder du matériel pour la sécurité en montagne, ça suffit pour la sécurité. Qu'est-ce que tu en penses? Déjà, ça part d'un gros malentendu et on essaye de se battre aussi avec les fabricants parce qu'ils appellent ça du matériel de sécurité, DVA, sonde, pelle, airbag, mais ce n'est pas du tout du matériel de sécurité, c'est du matériel de secours et ça change tout et souvent ça induit une fausse impression de sécurité. Ah, j'ai ma pelle, ma sonde, mon DVA, je suis en sécurité. Non. Quand tu sors ce matériel du sac à dos, c'est qu'il y a un drame, c'est qu'il y a quelqu'un qui est sous l'avalanche, c'est trop tard. Donc, faut faire attention à ça. Le seul outil de sécurité, c'est ton cerveau, c'est tes connaissances, c'est ton éducation, c'est ta capacité à juger du terrain ou des risques. Donc voilà ce que j'en pense. Alors, oui, c'est nécessaire d'avoir son matériel de sauvetage avec soi, c'est clair, mais en aucun cas, il va te préserver de risques ou il va atténuer les conséquences d'un risque. Ça va te permettre de faire un sauvetage, qui est déjà bien, mais c'est trop tard. Donc là aussi, chez WeMountain, on a vraiment essayé de travailler. 80% du cours, c'est de la prévention. C'est comment prendre les bonnes décisions et jamais sortir ce matériel de ton sac à dos. Et donc c'est ce qui pourrait expliquer que malgré le fait qu'il y ait de plus en plus de matériel de secours, du coup, qui soit disponible, le nombre d'accidents n'a pas forcément diminué. Alors ça explique ça par rapport à la mortalité. On voit que la mortalité, à mon avis, elle est très haute. On parle de plus de 100 morts dans les Alpes par année, par avalanche. Que dans les Alpes. Que dans les Alpes. Globalement, mondialement, c'est 200 à peu près, avec l'Amérique du Nord, Canada, Amérique du Nord. C'est 200 morts dans les Alpes. L'avalanche, ça me paraît quand même énorme pour un sport de loisir. Mais ce qui est extrêmement inquiétant, et ça on en entend moins parler, c'est les accidents non fatals, souvent des polytraumatismes ou un accident d'avalanche. C'est rarement un poignet foulé, c'est quand même des choses qui sont fortes. Et là, ces accidents sont en augmentation de plus de 220% depuis 2005, avec vraiment des accidents très graves. Donc on voit que les gens ne sont pas morts, mais grâce au DVA, sonde, pelle, airbag, on arrive à les ressortir plus rapidement. Ils ne vont pas au fond de l'avalanche, mais ils restent peut-être en surface. Mais le nombre d'accidents, il augmente, d'accord ? Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et on voit vraiment des gens qui se disent, voilà, j'ai tout le truc, c'est bon, je peux y aller. Donc, ça, c'est vraiment un énorme piège qui arrive de plus en plus. Pour l'anecdote, on a une maman, il n'y a pas longtemps, qui nous a appelés au bureau ici pour nous demander, parce qu'elle voulait acheter un sac anti-avalanche. Ouais. Alors en riant, je lui ai dit, si ça existe, achetez-en 1000, vous allez être millionnaire très vite. Et elle n'a pas compris la blague tout de suite. Elle me dit, mais pourquoi ? Et je lui dis, mais parce que ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est un airbag qui va vous permettre de rester plus ou moins au sommet de l'avalanche. Mais le sac anti-avalanche n'existe pas, donc achetez plutôt une formation à votre adolescent que du matériel. Et ce matériel, il est vendu sans formation ou bien tu es obligé de suivre quand même un cours de sauvetage pour pouvoir l'utiliser ou l'acheter? Alors, ça c'est de nouveau un très bon point. Alors, certaines marques, pas toutes, certaines marques ont des programmes de formation au sauvetage. Okay. Mais tu peux très bien acheter un airbag en ligne, un DVA en ligne, sans avoir 0 formation. C'est tout à fait possible. Donc, c'est un peu comme si je te vends des bouteilles de plongée, un parachute, et je te dis, écoute, vas-y, tu te débrouilleras le moment venu. Donc, là aussi, il y a un vrai problème.
On a vu que certaines personnes, c'est terrible, il y a des cas où on a retrouvé des personnes sous l'avalanche qui avaient un airbag, ils avaient oublié de mettre la poignée. Certains, ils n'avaient même pas vissé la bonbonne au dispositif, donc ils ont tiré, mais il ne s'est rien passé. D'autres gens ne savent pas le fixer, donc typiquement, il y a des sangles à mettre, ils sont mal fixés, donc au moment où ils tirent, l'airbag s'en va. On voit des gens, on en forme beaucoup, qui ont un DVA son de pelle, ils ont mais aucune idée. Donc, il faut déjà les former à utiliser le matériel, mais il faut surtout les former à ne jamais devoir l'utiliser. Et c'est notre force chez WeMountain, c'est vraiment d'être sur la prévention. Et donc, même en fait, le fait que ce matériel se Démocratise, ouais. merci, ça donnerait un faux sentiment de sécurité qui, à la limite, encouragerait des gens qui ne sont pas assez prêts pour aller en montagne à se lancer dans des choses qui sont au-dessus de leur niveau. Alors ça, on le voit. On voit aussi avec les remontées mécaniques qui vont toujours plus vite, qui vont toujours plus haut. On voit aussi que les domaines skiables sont rattraqués toujours plus. Donc le skieur, avant, pour apprendre, il avait encore des pentes moyennes où il pouvait commencer sur des pentes douces. Aujourd'hui, la plupart des pentes douces, elles sont rattraquées. Donc, il va aller chercher des pentes toujours plus raides, souvent en dehors de son niveau de compétence. On voit grâce au ski large, par exemple, ou au snowboard, que c'est devenu beaucoup plus facile d'aller en poudreuse. Donc avant, pendant toutes ces années d'apprentissage, on glanait des informations, on apprenait d'autres choses. Aujourd'hui, il y a un gros raccourci qui a été fait. Donc tout ça, c'est vrai que ça incite beaucoup de gens à être en dehors de leur niveau de compétence très rapidement. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de remettre en place, c'est de leur réapprendre des bases pour qu'ils puissent, encore une fois, avoir plus de plaisir, plus de sécurité et aussi plus de liberté. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, et c'est aussi ça qui m'a toujours étonné, dans plein de sports, quand tu commences, tu ne vas pas te poser la question, tu vas apprendre. Personne ne va commencer la plongée sous-marine comme ça ou le parachutisme, tu vas apprendre. Et en ski, il y a peu de gens qui apprennent, alors que tu te mets toi en danger, mais tu mets surtout les autres en danger. Parce que si tu déclenches une avalanche, tu peux potentiellement tuer d'autres gens. Donc je trouve que c'est un sport qui devrait être encore plus sujet à éducation que les autres. Parce que la plupart des sports, parachutiste, tu te loupes, dommage pour toi, mais je veux dire, tu vas mettre potentiellement peu de monde en danger. Une avalanche, tu peux mettre beaucoup de... Donc c'est assez étonnant de voir que sur un sport qui a autant de potentialité, il y a si peu d'éducation ou qu'elle soit d'un niveau assez peu élevé à mon avis. Et justement, selon toi, à partir de quand est-ce qu'on devrait commencer à se former parce que de ce que j'entends, c'est même avant finalement d'aller dans du hors-piste, déjà sur des pistes, ça serait intéressant de se former pour savoir adapter notre niveau à la pente, etc. À partir de quand ce serait important de se former pour aller en dehors des pistes? Mais je pense, c'est encore une super question, je pense qu'il faudrait apprendre le ski beaucoup plus vite. C'est-à-dire que dès que tu apprends même les bases... Alors là, sur piste, il faut reconnaître, les écoles de ski font un très bon boulot. Je veux dire, tout ce qui est ski sur piste, c'est bien organisé, il y a des niveaux, des profs, il y a une méthodologie, il y a de la pédagogie, c'est très bien fait, que ce soit dans tous les pays. Par contre, depuis quelques années, on voit que les skieurs ont tendance à sortir des pistes. Énormément. Et là, c'est le Bronx. C'est pour ça qu'on essaye vraiment d'amener quelque chose à un autre niveau. Et je pense qu'il faut apprendre tout de suite. Parce que la montagne, elle ne fait pas crédit, quoi. Là, et on voit beaucoup de gens, ils font des erreurs de débutants. Et là, tu te fais ramasser. C'est pas que tu vas faire une petite avalanche. Non, c'est tout de suite très potentiellement vital. Donc, il faut se former tout de suite, dès le début, avoir des bonnes bases. Et puis petit à petit, on augmente le terrain de jeu, on augmente la raideur, on augmente la difficulté et on continue son éducation. J'ai envie de dire, c'est un peu, on fait une ceinture jaune, une ceinture bleue, une ceinture marron, une ceinture noire. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient beaucoup plus de plaisir à commencer très vite à se former
plutôt que la plupart du temps être là, le trouillomètre à zéro, à se dire mais qu'est-ce que je fais là, mais on va mourir, etc. Et il y a aussi un truc qui est assez amusant, c'est que les gens, en ski, tu peux difficilement faire demi-tour. C'est-à-dire qu'une fois que tu es engagé, eh ben, c'est vachement difficile de revenir en arrière. Donc, tu n'as plus beaucoup de choix. Et alors que c'est justement quelque chose qu'on explique aux gens, c'est d'avoir un maximum de choix. C'est ça qui va te mettre en sécurité, de pouvoir faire demi-tour, mais assez tôt. Pas quand tu n'as plus aucune option. Et là, souvent, tu t'es déjà engagé, tu es déjà à quelques centaines de mètres en descente, ça devient toujours plus compliqué, tu as toujours plus peur. Tu regardes derrière toi, oh putain, il faut que je remonte tout ça, et tu continues de pousser. Donc, pour ça, c'est un sport très difficile, parce que tu n'es pas à plat de dire, bon, attends, hop, je reviens en arrière, c'est facile. Et tout ça, pour répondre à ta question, m'encourage à dire, mais commencez de vous former très tôt. C'est aussi pour ça qu'on a mis en place des formations en ligne qui permettent aux gens de commencer quand ils veulent, où ils veulent, à la maison, tranquillement, parce que voilà, avant de partir, je fais déjà des bases. Et ces quelques bases, elles vont déjà te sortir de 50 ou 60% des erreurs de débutants. Et ça, le format en ligne, c'est une des grosses innovations de WeMountain, parce qu'autrement la formation, elle se fait avec des guides de montagne ou voilà, sur le terrain exclusivement. C'est quoi les autres atouts d'avoir des formations en ligne et des ressources en ligne? On a trouvé... ça c'est marrant parce que c'est venu... En fait, pendant le Covid, avant le Covid, on avait déjà cette formule de côté international, standardisé. Et tout s'est écroulé pendant le Covid. Hein. Et là, on s'est dit, mais on ne va pas tout perdre. C'est trop bien ce qu'on a fait. Et on s'est dit, on va séparer la formation, théorie en ligne et tout, et mettre en fait une deuxième formation dans le terrain après. Et on a essayé, en fait, c'est une recette géniale, parce que déjà, les gens font à la maison. Ils peuvent faire toutes les théories 10 minutes par jour, tous les jours. Quand ils veulent, tu es au chaud. Tu apprends bien, plutôt qu'écouter de la théorie quand tu es dans la neige, qu'il fait froid, ou alors il y a 1 mètre de poudreuse, grand soleil, tu as envie de skier. Donc, c'est un énorme avantage pour l'apprentissage. Et on a aussi remarqué que les gens avaient de la peine à sacrifier une journée de vacances ou une journée de week-end pour faire une formation, comme ça. La marche est trop haute. Alors que la formation en ligne, elle te permet de faire des premières marches. Et puis, c'est intéressant. Donc, tu dis, ça vaut la peine de faire la journée de cours dans le terrain. Et la journée de cours dans le terrain, donc, tu as fait toute ta théorie, tu as un premier certificat. Le groupe, il est homogène, parce que tout le monde est au même niveau. Donc, il n'y a pas des différences de niveau impossibles. Et pour le guide, en fait, pour lui, c'est fantastique. Parce qu'il a des gens qui sont déjà formés, des gens qui, en cas de pépin, peuvent réagir aussi. Et puis lui, il a moins besoin de faire la théorie. Donc, il peut faire ce qu'il aime, il peut faire skier, aborder les choses dans le terrain, mettre les mains dans la neige, faire des choses pratiques. Donc, c'est un super avantage. On est vraiment très content de cette formule. Les clients sont super contents. Les guides et les écoles de ski avec qui on travaille sont super contents. Donc, oui, il faut vivre avec son temps. Et en plus de ça, le client, il garde son cours sur son téléphone portable ou son ordinateur. Donc, c'est comme un livre qui va être remis à jour. Il peut revenir dessus. Il peut relire les choses qu'il n'a pas compris. Il peut revenir une fois qu'il a fait l'exercice pratique sur la théorie. Donc, que des avantages, vraiment. Sur cette formation, ces formations, tu parles d'une approche holistique de la sécurité en montagne. Qu'est-ce que tu entends par là? Alors ça, c'est un des gros points aussi, et peut-être une de nos forces, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que 90% des avalanches sont déclenchées par la victime ou un membre du groupe, d'accord? Donc dans 90% des cas, c'est des mauvaises décisions. Donc c'est les facteurs humains. Donc on s'est dit, il faut travailler très fort sur les facteurs humains et aussi travailler très fort sur les facteurs naturels. Donc on a essayé de bien tout réorganiser, facteurs humains où on parle du mental, du côté énergétique, du côté médical, du matériel, c'est bien encapsulé.
Et on parle aussi de l'environnement avec la météo, la topographie, la nivologie, la faune, la flore. Donc ça aussi, c'est bien encapsulé. Donc le cours, ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'une avalanche ou une grosse erreur, c'est rarement une grosse erreur. C'est souvent une accumulation de petites choses qui s'accumulent et qui petit à petit nous font dévier de la bonne décision. Donc, encore une fois, il y a 25 éléments à connaître. C'est énorme. Fois 3 ou 4 critères, il y a environ 100 critères à connaître. Donc, il faut vraiment bien maîtriser tout ça. Et notre approche permet de ne pas être un spécialiste dans un domaine. Souvent, je vois des gens qui vont très très loin en nivologie. Ils sont là avec la loupe, ils regardent les grains, ils regardent tout ça. Alors, ils ont des connaissances de nivologie qui sont à 80 sur 100 et ils ont 0 ou 10 en facteur humain. Donc, c'est très déséquilibré comme apprentissage. Nous, on a essayé vraiment d'amener des apprentissages qui sont par couche et qui sont très bien équilibrés, qui permettent de monter à chaque fois dans les différents domaines. Est-ce que tu as un exemple d'accumulation de plein de petits facteurs qui amènent à une catastrophe? Oui, enfin, c'est assez facile. Je prends un cas très typique. Tu pars le matin, donc peut-être que tu as des motivations qui sont à fond, parce qu'il y a 2 semaines que tu n'as pas skié, parce que tu as beaucoup travaillé, parce qu'il fait beau, parce que voilà, tac. Tu as peut-être des émotions qui sont aussi à fond. Je ne sais pas, tu es amoureux ou tu as eu une peine de cœur ou quelque chose comme ça. Ensuite, tu as le côté de l'énergie. Peut-être que tu as mal dormi cette nuit-là ou tu as fait un long voyage, donc en termes de sommeil, ce n'est pas au taquet. Peut-être que tu n'as pas eu le temps de déjeuner bien le matin, donc ton alimentation n'est pas terrible ou ton hydratation. Et puis après, peut-être ton matériel, tu es habillé beaucoup trop chaud, beaucoup trop froid, ou tu as du matériel qui n'est pas au top. Donc déjà là, il y a plein de petits signaux. Et puis après, tu as la météo, donc le temps qui peut se gâter, la visibilité qui peut se gâter, le vent qui peut augmenter. Ensuite, tu as la topographie, la pente qui va changer, l'orientation. Donc une pente qui était au nord, le matin qui était safe, mais tout à coup, tu vas être sur le sud l'après-midi. Après, tu as la neige, en fonction de la couche de neige qui est tombée. Donc, si tu n'arrives pas à identifier partout tous ces petits facteurs, eh ben, très vite, qui varient en plus toute la journée, donc très vite, tu peux avoir d'une situation qui était extrêmement safe le matin à une situation qui est extrêmement dangereuse l'après-midi. Donc, on se rend compte que ça tient sur une accumulation de petits détails. Donc, il faut savoir les identifier, savoir les quantifier et savoir les gérer. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Et je pense que tout le monde pourrait se reconnaître dans ces facteurs-là, parce que je peux imaginer, typiquement, tu pars au Japon, et puis c'est ta dernière journée possible, il fait beau, tu as absolument envie de faire cette phase, parce que tu as l'avion le lendemain. Et puis voilà, du coup, tu vas peut-être avoir tendance à banaliser certains signaux que d'habitude, si tu avais eu le temps, que tu étais chez toi, tu aurais peut-être considéré. Exactement, c'est un très bon exemple. Peut-être que tu l'avais fait le matin, elle était tout à fait safe, mais il y a eu du soleil, ça a réchauffé toute la journée, donc elle a complètement changé. Toi, tu es fatigué, etc., donc c'est plus pareil. Et d'une pente qui était tout à fait safe, elle peut devenir très dangereuse. Et ça, c'est un piège, celui que tu donnes, qui est extrêmement fréquent. Moi, je l'ai vécu personnellement. Ouais. Au Japon, on a fait le mont Fuji, alors c'était juste rando, Ouais. mais on avait prévu de le faire le matin. On a été retenu pour la location de voiture. On a dû partir pour le soir. C'était le dernier jour où on pouvait le faire. On n'a pas dormi du coup toute la journée. On est parti à 11h. On nous avait dit, ils louent des lumières. Ils n'en louaient pas. Heureusement, il y avait la super moon, donc on était bien éclairés. Mais on est parti comme des touristes, sans lumière, en pleine nuit. Alors, tout s'est bien passé parce que c'était pas de l'alpinisme, mais en gros, on avait fait 24 heures quand on est arrivé en haut, ça faisait 24 heures qu'on était éveillés. Donc là, c'était une petite expérience de randonnée. Mais tu mets ça en montagne ou à ski, il y a toutes les catastrophes qui peuvent arriver. Ouais, mais ce que tu dis, c'est très intéressant parce que un bon nombre de fois, ça va bien passer.
parce qu'on a tous un peu de chance, parce que voilà. Puis après, on dit le risque zéro n'existe pas, mais bon, c'est pas non plus toujours incroyablement dangereux. Mais c'est ce genre d'attitude qui fait que tu dis non, mais ça passe, on y va, et tu prends l'habitude de pousser. Et en fait, ça devient ton standard normal, de dire on y va. Ça passe. Tant que ça n'a pas passé, c'est bon. Et tant que ça n'a pas passé, c'est bon. Et tu n'arrêtes pas de pousser le curseur, jusqu'à que ça pète. Mais tu n'as pas débriefé tous ces différents stades avant. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de dire oui, tu peux pousser le curseur, mais après, reviens à un endroit neutre. Tu peux pousser, mais reviens à un endroit neutre. Qu'est-ce que tu as appris ? Qu'est-ce que tu peux apprendre ? Et comme ça, tu fais un vrai apprentissage. Sinon, c'est un peu 5 balles dans le barillet, ou 4 balles, ou 3 balles, et puis tu as des chances, ça passe. Mais à long terme, c'est-à-dire surtout l'hiver, sur 20 ou 30 saisons de ski, ou sur la durée, il y a beaucoup de chances que ça ne passe plus. Donc je pense qu'avoir une vraie éducation, d'avoir un système, d'avoir une méthode, ça t'aide vraiment à éviter ces risques. Est-ce que toi, tu as vécu des situations comme ça, où justement tu es allé au-delà des normes et de la sécurité parce que voilà, il y avait une motivation particulière ou une frustration que tu voulais absolument y aller? Non, moi j'ai vécu ça plusieurs fois. C'est aussi pour ça que j'ai pu monter ce programme, d'utiliser ces expériences. Je vais t'en donner une. En Alaska, on tournait un film. J'avais déchirure des ligaments croisés, donc je prenais une dose massive d'antidouleur parce qu'on était en Alaska. Il fallait finir le film, pression. Et je me suis retrouvé là, on travaille avec des hélicoptères pour des films. Ils me dropent au sommet d'une face, et puis au sommet de la face, je descends et j'étais couché sur un sommet, je ne pouvais plus bouger. J'ai eu une crise de vertige, alors que dans ma vie, je n'ai jamais eu le vertige. Et j'appelle mes copains, je leur dis, les gars, renvoyez l'hélico. Et ils rigolent, ils me disent, qu'est-ce qui t'arrive ? Je dis, non, je ne peux plus bouger, je suis complètement paralysé de vertige. Ils rigolent, ils renvoient l'hélico, on me ressort, puis après on débrief. Et c'est là qu'on a vu qu'en fait, dans le médicament d'antidouleur que je prenais, il y avait des risques potentiels de vertige. Donc là, ça s'est très bien passé parce que j'avais une équipe, un hélico, un environnement autour de moi. Mais j'imagine le gars qui part à 2 ou à 3 dans les Alpes, qui prend un antidouleur, il a mal au dos, il lui arrive ça, c'était vraiment mal. Et c'est pour ça que dans le cours, on parle justement des médicaments, des choses comme ça, des antidouleurs, des antidépressifs pour certains, parce qu'on s'est rendu compte, avec tous ces docteurs et tous ces spécialistes, que beaucoup de ces médicaments qu'on prend dans la vie de tous les jours, en montagne, peuvent avoir des effets secondaires qui peuvent être extrêmement désagréables. Donc voilà, c'est beaucoup basé sur du vécu, sur des expériences, les miennes ou de collègues, qu'on a voulu réunir ensemble pour pas que ça se reproduise. D'où l'utilité de travailler aussi avec plein de riders ou d'experts. Exactement. Aussi cette expertise de vie, quoi. Ouais. Et moi, We Mountain, c'est vraiment l'ensemble, c'est cette communauté. Et moi, je crois absolument dans l'intelligence collective. Et ça, c'est un énorme challenge en montagne, parce que les gens de la montagne, ils ont énormément de peine à travailler ensemble. C'est-à-dire que les gens de la vallée A travaillent pas beaucoup avec la vallée B, et puis la vallée C, pas beaucoup avec ceux d'à côté. C'est le monde de la montagne. Jusqu'à maintenant, il est très individualiste, et c'est ce qu'on veut changer chez We Mountain. On veut vraiment faire du partage de données. Je vais te donner un autre exemple. Quand on a des accidents, on les partage, on les débriefe ensemble, alors que ce que j'ai vu jusqu'à maintenant en montagne, c'est que quand quelqu'un a un accident, il ne va pas en parler, parce que la plupart de la communauté va se moquer de lui. « Ah ouais, c'est ce crétin qui a eu un accident ». Et chez We Mountain, on ne veut surtout pas ça. On veut surtout dire, écoute, tu as eu un accident, tu es là, partage-le, on va tous y réfléchir, on va tous le partager pour que ça ne se reproduise pas. Et ça aussi, c'est un état d'esprit qu'on veut amener chez We Mountain, c'est de collectif, de partage, de bienveillance, plutôt que cet individualisme pur et dur de la montagne. Et ça, on doit le changer.
Il y a aussi la technologie qui nous aide à ça, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux plateformes d'échange, grâce à tous ces nouveaux médias, celui qu'on fait maintenant, qui facilite cet échange de données et cette construction d'une communauté qui est responsable, qui est éduquée, qui est bienveillante. Et pour nous, c'est super important. J'avais lu ou entendu dans une autre interview, tu parlais de la culture du risque, de vouloir mettre une vraie culture du risque dans le monde du freeride. Comment est-ce que tu définirais cette culture? Encore une fois, le risque, c'est bon de prendre des risques. Je veux dire, ça fait partie de la vie. Mais on ne veut pas prendre des risques n'importe comment. C'est ce que j'essaie de dire. Je pense que tout le monde a envie de se pousser, de voir ses limites, de comprendre. Mais il faut le faire avec des bases, il faut le faire en étant encadré, il faut le faire en sachant ce qu'on fait. Je dis, c'est un peu comme une pelote de laine. Et quand on tire sur un brin de laine, il faut comprendre où ça agit de l'autre côté. Et à partir du moment qu'on tire sur des brins de laine et qu'on sait où ça agit, on peut prendre des risques et se dire, tiens, si je pousse là, je sais que c'est ça. Par contre, quand on tire sur des brins de laine, mais qu'on ne sait pas ce qui se passe et que c'est complètement confus, c'est très difficile de prendre des risques parce qu'un coup, ça peut passer et le coup d'après, ça peut péter. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est justement d'amener des protocoles, des systèmes, des méthodes pour que chacun puisse prendre à son niveau des risques tout en étant dans une zone qui peut maîtriser et qui peut débriefer après. Et ça, je crois que c'est important. Il ne faut pas mettre la tête j'aime bien dire, on n'est pas des marmottes à mettre la tête dans nos trous de marmotte. Les gens vont prendre des risques, ça fait partie de l'être humain. Mais il faut le faire bien. Et là aussi, je pense qu'on ne peut plus avoir cette verticale qui nous dit « ça tu peux faire, ça tu ne peux pas faire ». Aujourd'hui, on est tous tellement différents. Ça, peut-être que toi, tu peux le faire, ou moi, je peux le faire. Par contre, toi, aujourd'hui, tu ne peux pas encore le faire. Peut-être que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, oui. Mais on n'est pas tous pareils. Mais il faut donner cette possibilité de progression pour arriver à avancer dans le risque et dans la sécurité. Donc, c'est vraiment cette culture-là qu'on aimerait développer et pas une culture du risque au pouce mouillé où on lance les dés ou bien on joue à la roulette russe avec 5 balles dans le barillet, quoi. Donc, voilà, risque responsable, risque calculé. Ça, c'est quelque chose qu'on a envie de développer et aussi de ne pas mettre les autres en danger dans sa prise de risque. Et ça, je crois que c'est très important parce que, encore une fois, c'est un sport qui peut avoir des conséquences sur les autres. Donc là aussi, que les gens soient conscients de ça. Alors la vraie sécurité, elle ne commence pas avec un sac airbag ou bien un DVA. Elle commence bien avant, c'est dans la compréhension, dans la préparation, dans la prise de décision. Avec WeMountain, l'idée n'est pas de former plus, mais c'est de former beaucoup mieux, beaucoup plus tôt et plus intelligent. En fait, ce qu'on veut dire, c'est que le sort du skieur, il ne se décide pas après l'avalanche, mais il se décide avant l'avalanche.